Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans La Poudrière Voice, une série de podcasts proposée par le Bureau du directeur des poursuites publiques. Pour notre 3e édition, Razia et Meenakshi accueillent le directeur des poursuites publiques, M. Satyajit Boulel. Par la suite, nous accueillerons Ilfaz Natir, State Counsel, qui nous adressera sur l'offense de chèques sans provision. Meenakshi, à toi. Merci Razia. DPP, aujourd'hui, ou pour adresser-nous un concept fondamental de nos pays, ou pour cause la Constitution? Oui, merci Razia, merci Meenakshi. La Constitution de la République de Maurice, pour moi, c'est un document qui est très précieux pour chaque Mauricien. C'est un peu l'ADN du pays, l'ADN de la nation mauricienne. Nos constitutions, qui viennent en vigueur le 12 mars 1968, une date historique à laquelle nous célébrons l'indépendance du pays. L'indépendance qui vient mettre à terme l'occupation et gouvernance de la Grande-Bretagne qui prend possession du pays depuis 1810. Donc une période plus qu'un siècle et demi. DPP, dans un article qui est écrit et qui est publié d'ailleurs, me permettez-moi de citer ce qui est dit. Il dit que constitutional development does not take place in a vacuum. It is shaped by the surrounding socio-economic and political environment. Vous êtes capable de raconter-nous comment nos constitutions finissent matérialisées et comment les finissent subir cette influence-là? Tout à fait. Tout d'abord, nous devons dire que nos constitutions, c'est un aboutissement d'une évolution qui est très liée avec l'histoire du pays et les conditions sociales et économiques qui nous prévaloient pendant cette période-là. À nous peut-être tout au début, qui nous comprend par une constitution. En termes légal, la constitution c'est un texte, un document qui concrétisait précisément à un moment dans l'histoire d'un pays avec pour objectif la mise en place une permanence de l'État basée sur une valeur politique et morale et bien sûr légale. Moi servi le terme concrétisé et moi servi aussi les termes valeur morale et politique tout simplement parce que comment il fait que faire ressortir qui une conscience pas prend naissance d'un vide, d'un vacuum, il est influencé par un développement social économique qui entoure l'histoire d'un pays. Et dans nos cas, nous faisons dire que nos pays, nous l'histoire façonnée par l'histoire de la canne, l'histoire de l'industrie sucrière, l'histoire de l'esclavage qui vient travailler dans l'industrie sucrière, l'arrivée des travailleurs engagés, l'émancipation des travailleurs à travers le mouvement syndical, le combat pour le suffrage universel, le combat pour la presse libre, et bien sûr, héritage qui nous prend et qui nous retenir depuis la colonie britannique, qui comment me dire, puisqu'il y a un siècle et demi, il impose un système en nous et qui a pour conséquence nous retenir plusieurs de l'administration là. Donc, nous avons dit en général que la Constitution, c'est aussi une charte de bonne gouvernance pour administrer nos pays dans le respect des lois qui votées par les représentants du peuple, et la loi
qui nous ban la Cour de justice faire respecter. Donc, voilà un petit peu dans l'ensemble d'une langue très simple qui nous bien comprend par ce document qui me dit un document très précieux pour chaque Mauricien. Et à Maurice, quelle est une étape de l'histoire qui t'y prend une forme ou une valeur constitutionnelle? Nous pouvons dire que nos constitutions, c'est une évolution dans la constitution. Nous pouvons dire que nos premières constitutions sont introduites 15 ans après l'occupation britannique. Ils ont été introduits en 1825 une constitution. Bien sûr, rien à faire avec la constitution qui nous connaît aujourd'hui, la constitution de 1968. Nous avons ici un système monarchique qui est étendu à une gouverneur général. Donc, tout pouvoir s'était investi dans le gouverneur général. À l'époque, on pense bien c'était le gouverneur Farquhar, le premier gouverneur à Maurice. Après, nous avons une constitution de 1832 qui ne prévoit une représentativité de l'élite qui existait à Maurice. Comment dire, c'était bien restreint à un groupe de monde qui représente l'administration à l'époque. Et pas en tout, un gros propriétaire, un professionnel. Et sa constitution-là, il reste en vigueur jusqu'à 1885. Donc, le même système, et nous allons dire la concentration de sa représentativité-là dans un petit groupe du monde. Après, c'était en 1945, nous avons un gouverneur qui est un petit peu libéral, qui a institué un premier comité pour réforme constitutionnelle. Mais je besoin dire qu'il pas oublié, en 1945, nous avons un moment critique de l'histoire de l'Empire. Tout d'abord, une série de mouvements levés à travers l'Empire, côté plusieurs pays sous l'emprise de l'Empire britannique, je trouve de l'indépendance. L'Inde, par exemple, il gagne sur l'indépendance en 1947. L'Algérie, qui tient une colonie française, dit aussi réclame sur l'indépendance. Il y a un mouvement, une vague élevée. Et donc, il y a dans l'Afrique un courant d'indépendantisme. Et c'est dans ce contexte-là, je pense, qu'il faut Mackenzie il réalisé qu'il dit là peut souffler. Et donc, ça réforme-là peut causer. Et c'est après, là, nous gagnons Constitution 1947, qui vient introduire un peu plus de représentativité. Même si nous allons vers un système de gouvernance, côté là, gouvernement représente beaucoup plus, une plus grande étendue de la population, et il vient un peu plus redevable envers la population. Et qui amène nous à une autre constitution encore, qui est une étape importante, parce qu'en 1958, la constitution, il vient introduire le droit au suffrage universel. Un moment que le droit de vote est réservé à des gens qui sont capables d'écrire une ligne en français ou bien en anglais. Maintenant, nous trouvons, ou bien des gens qui tiennent à la terre, mais nous trouvons que tout le monde a le droit à voter. À partir de là, bien dire que les choses évoluent. Il y a des gens qui commencent à gagner le droit de vote, et bien sûr, il y a dans la société même commence à gagner les compétitifs, chacun assurer qu'il est pour représenter dans la gouvernance de ce pays. Et ça donne naissance à plusieurs partis politiques. Le Parti travailliste qui est né en 1936, le ralliement mauricien qui par la suite vient le PMSD. Et donc, chacun propose l'idée politique, l'idée qui pour amener Maurice plus devant dans sa réforme constitutionnelle. Et nous connaissons l'histoire et témoigne ça que il y a un groupe qui est pro l'indépendance, un groupe qui est pro association, et c'est comme ça que la Constitution
peut évoluer. Et là, peut commencer, nous avons une discussion beaucoup plus assidue, beaucoup plus approfondie avec les colonisateurs, les représentants britanniques. DPP, ou peut cause ce mouvement vers l'indépendance, mais à cette époque-là, nos pays, l'île Maurice, était sous le règne britannique. Ou tu peux dire nous comment une discussion est passée par rapport à l'évolution de la Constitution pour Maurice? Mon lecture à moi, c'est que c'est à partir de la discussion de 1961, 64, 65, quand nous commençons à donner façon une constitution qui est capable de dire reflète sa constitution qui nous est née en 1968. Et une discussion de 1965, il y a de London, le fameux London Meeting en 61, et qui a débouche plus tard une discussion de tous les dirigeants politiques en 1965, du 7 au 24, à Lancaster House. Beaucoup de débats, c'était le type du gouvernement, le type de relation qu'il pouvait avoir avec la Grande-Bretagne, l'indépendance ou l'association. Et aussi qu'il y a une garde-fou pour assurer qu'il y ait une participation de toutes les composantes de la population, qui peut empêcher, comme dire, une majorité abuse de son pouvoir. Donc, c'était un débat qui s'y concentrait beaucoup, qui m'a nous met garde-fou. C'est dans ce contexte-là que plusieurs bureaux, le bureau du DPP, le bureau du Electoral Commissioner, le bureau du directeur de l'audit, tout ça prend une forme, et l'ombudsperson, tout ça là prend une forme constitutionnelle pour assurer qu'il y ait un garde-fou dans un équilibre du pouvoir. Et c'est en 65 que le secrétaire d'État pour les colonies d'alors, M. Greenwood, a annoncé que Maurice Bizin venait d'un pays indépendant et prend sa place dans le comité des nations. Mais avant tout, Bizin allait vers l'élection générale. Donc, nous franchissons une grande étape. Et ce qui peut pas pour un référendum, pour une élection générale. Deuxième affaire, et si il y a une élection générale, Maurice pour pas se statuer indépendant. Mais seulement reste toujours un hic, pas encore toujours finalise le système électoral. Encore toujours il y a débat le système électoral. Comment pour garantir la représentativité de ma minorité? Comment pour assurer que tout le monde pour former partie de gouvernance du pays et qu'il n'y ait pas aucun abus majoritaire, parce que les élections de 48, ils montraient que c'était surtout que il y a un danger que tu es capable de la représentativité de tout le monde au sein de la gouvernance de Maurice. Mais en 65 aussi, je veux dire, à part le fait que tu n'as pas encore fini décide bien leur formule électorale, mais en 65 aussi, c'était dans sa période-là, tu as une discussion dans le corridor de sa conférence, à côté tu as le détachement du Chagos. Ça, c'est une autre étape, mais je peux faire mention de ça parce que le Chagos est mentionné à la section 20. Tout à l'heure, nous capable de la section 20, subsection 4 de nos constitutions, le statut de man chagosien qui est dans l'île, dans le Chagos archipelago. Donc, aujourd'hui, nous avons nos constitutions qui, au même DPP, où ils décrivent comme le document le plus précieux, le ADN du pays. Ou tu peux capable faire nous un survol de quelques chapitres de la Constitution? Tout d'abord, je veux dire le premier chapitre, les vignes mettent
l'essentiel même de sa constitution. Il vient dire que la première section, l'article 1, vient dire que Mauritius shall be a sovereign and democratic state. Donc, nous, il est clair que nous, dirigeants optés pour un système avec qui autres familiers, tout d'abord, un système de démocratie parlementaire, avec bien sûr un système du cabinet système, côté un cabinet ministériel. Donc, il est clair qui nous basé, nous peut prendre beaucoup ce qui le système anglais déjà préconisé. Dans une constitution écrite, mais c'est le système qu'ils ont préconisé. L'article 2 de nos constitutions vient dire que la constitution, c'est la loi suprême du pays. Et si il y a la loi qui est votée par le Parlement, qui a l'encontre de sa constitution-là, c'est la constitution qui peut prévaloir le sein de la loi. C'est deux sections très, très importantes. Parce que, comme on me dit, ils aident les bases de qui type de gouvernement qui nous peut opter. Et qui manière, déjà, dans sa deuxième section, il est déjà clair que nous peut cause la séparation de pouvoir. Et puis, il y a plusieurs chapitres qui viennent. Le chapitre 2, c'est qui donne garantie des droits des individus, des libertés et droits fondamentaux, un peu comme la Convention européenne des droits de l'homme avec qui ils ont inspiré. Donc, c'est un chapitre très important, les droits des individus. Après, nous venons définir qui manière le statut du citoyen, leur chapitre 3, le pouvoir du président et vice-président défini dans le chapitre 4, le Parlement, qui rôle du Parlement, qui le Parlement besoin faire make laws for the peace, order and good government of Mauritius, et que le Parlement est capable d'amender la Constitution que par les procédures préconisées par la section 47. Le chapitre 5 aussi cause le bureau du Parlement, comment il fonctionnait et comment il gérer l'Assemblée nationale. Et bien sûr, dans le chapitre 5, créer la commission électorale, le bureau du Electoral Commissioner, qui manière du monde pour voter, qui type de circonscription et qui devoir de Electoral Commissioner pour remplir le registre. Donc, nous trouvons tout ça, le système démocratique qui peut venir en place. Le chapitre 6, il cause du rôle de l'exécutif, un autre organe très important, il cause le rôle du secrétaire du cabinet, et puis bien sûr le bureau du DPP, le commissaire de police, entre autres, et tout ça là trouve dans le chapitre 6. Il y a une section très importante qui définit qui relation du président, comment il peut faire prendre cette fonction, comment il peut exercer cette fonction et à la suite des décisions de l'exécutif. Maintenant aussi le Roderick Regional Assembly qui finit introduit par la suite. Le chapitre 7 vient cause l'indépendance du judiciaire. Il investit la Cour suprême avec une juridiction illimitée et pour écouter Manka et faire respecter son décision. Et c'est ça même pouvoir qui donne la Cour suprême la possibilité pour venir déclarer la loi anticonstitutionnelle. Nous avons aussi le chapitre 7 qui prévoit aussi l'appel jusqu'à le conseil privé. Nous avons une commission qui est créée avec une commission indépendante, le Judicial Legal Service Commission, le Public Service Commission, la DFSC. Nous avons le chapitre 9, le bureau de l'Ombudsman qui amène un rôle très important pour assurer, surtout dans une carence administrative, un abus de pouvoir, et bien sûr le chapitre 10 qui traite la question de finances. Donc, voilà un petit peu l'ossature de nos constitutions. Et ça, de nous, l'idée de tout ce qui nous peut causer tout au début
quand nous définissons nos constitutions. DPP ou une fait un survol de ces chapitres de la Constitution. Et pour le mot de la fin, est-ce qu'il est capable de faire nous une analyse de sa bonne provision de la Constitution qui nous est capable de déduire de sa bonne chapitre? Donc, qui nous est capable de déduire, c'est très, très important pour nous comprendre que Maurice, c'est une démocratie, un état de droit. Et c'est dans la Constitution qui nous fait cette déduction-là. Maurice prévoit aussi, comme on fait dire, la séparation de pouvoir. Quand une cause, ça un chapitre qui donne, qui décrit divers fonctionnements de la législature, l'exécutif, le judiciaire et la relationnelle entre ça, trois organes-là, et à côté, le rôle du président, nous trouvons que c'est c'est clair que c'est une séparation de pouvoir parce que comment nous dire pour garder un équilibre et qui peut un check and balances donc chacun son rôle. Troisième chose qui nous a dire que la Constitution a investi dans le judiciaire un pouvoir une juridiction illimitée avec un pouvoir pour s'assurer qu'il fait respecter la loi et qu'il est capable de donner l'ordre et une directive si nécessaire. Donc, c'est ça même l'essence même de l'état de droit, le respect pour qui une décision de la Cour respectée. Et aussi, comme on fait dire, que le pouvoir pour déclarer la loi du Parlement anticonstitutionnel s'il y a l'encontre de la Constitution. Et puis, la Constitution vient dire dans quelle situation capable de faire un amendement constitutionnel. Et nous connaissons qui, et par la suite, en 91, nous introduire la section N et que la section 57 qui traite élection, qui n'est pas capable, il est presque impossible pour amender. Parce qu'il y a besoin d'un référendum de 3/4 de l'électorat et qu'un vote absolu dans l'Assemblée nationale. Qui saute qu'il a le Privy Council, il décrit cette section-là comme un super entrenched provisions. Et dans le cas de les autres sections, soit 2/3 ou 3/4 de la majorité dans l'Assemblée nationale gagné. L'autre aspect qui nous a dit, c'est un système parlementaire, c'est-à-dire un premier ministre qui dirige un cabinet ministériel, mais aussi c'est un leader qui a une majorité, détenir une majorité dans le Parlement. Et puis, nous avons un chapitre qui garantit le droit individuel. Nous avons une garantie de l'indépendance de poste qui nous appelle non-political executive, le DPP, l'Electoral Commissioner, le commissaire de police, le directeur de l'audit, le directeur de police. Dans ces décisions, operational matters, c'est clair que est totalement indépendant. Et puis, nous avons un pouvoir qui investit dans l'exécutif, qui sauf dans quelques instances pour quand nous dire qu'il y a une dissolution du Parlement après un vote de no confidence. Donc, c'est un petit peu l'essentiel, l'état de droit, la séparation de pouvoir, l'indépendance du judiciaire et le garde-fou qui nous mettait dans nos constitutions, et que ce soit au niveau du président, et qu'il y ait aussi une consultation avec le leader de l'opposition, consultation avec le premier ministre sur la manière qu'il fait certaines nominations cruciales, par exemple pour le chef juge. Nous trouvons que l'essentiel même, c'était un système démocratique, parlementaire, avec suffisamment de garde-fous pour qui, comme on retourne ce qu'ils m'ont dit, c'est un document qui assure la bonne gouvernance. Il fait une manière qui n'a aucun abus de pouvoir, et c'est ça qui est une démocratie parlementaire. DPP, au plaisir d'avoir d'autres discussions approfondies de la Constitution. Merci. C'est moi qui vous remercie. À toi, Razia.
Nous enchaînons maintenant avec notre deuxième invité, Elphaz Natir. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, dans nos sociétés, quand on a pour payer un dimoun, nous payons par cash, par virement à la banque ou même par nos portables. Un autre paiement traditionnel qui est toujours bien à la mode, c'est le paiement par chèque. D'après la nature, un paiement par chèque, dimoun qui vous payez là, il pas trouve sur la monnaie jusqu'à qu'il a tous sa chèque là dans la banque. Et à cause de sa spécificité là, il y a dimoun qui est capable d'abuse de sa méthode de paiement là. Et là, nous peut cause une offense qu'appelle chèque sans provision. Ça veut dire ou tient un chèque alors qu'il vous paye dans sa quantité l'argent là au compte en banque. Ça offense ça les trouve dans nos codes pénal. Pour montrer qu'il paye assez l'argent pour honorer un chèque, il suffit qu'un représentant la banque vérifie sa compte là. Et il est important pour noter qu'un la cour de justice les pour guetter qui provision qui tient dans sa compte là le jour et date quand sa chèque là finit tiré. Si à Zodi ou a 10 000 roupies au compte et ou tient un chèque de 2 000 roupies, ça veut dire qu'il paye dans ses provisions à Zodi dans au compte. De même, si un dimoun met l'argent dans ce compte par la suite, il peut toujours une offense si au moment qu'il est fini tirer sa chèque là, pas tient ses provisions là-dedans. Donc il n'a pas une excuse si un accusé vient dire dans la cour qui après il finit mettre l'argent dans ce compte. Il n'a pas nécessaire pour prouver qu'il finit tirer un chèque en connaissant qu'il pas tient ses provisions là au compte. Quand on tire un chèque, où il a la responsabilité pour vérifier qu'il compte et n'a assez provisions pour sa montant qu'il peut tirer là. Là, nous pouvons souligner un fait très important qui est arrivé très souvent à Maurice. Beaucoup de gens tirent un chèque comme une garantie pour votre emprunt. Et quand caisse vient la cour, vous allez dire que ce chèque là jamais tiré pour un paiement, mais simplement comme une garantie. Il est très important pour vous connaître que sa défense là pas acceptée devant la cour. Un chèque par sa nature, il est tiré pour un paiement et non comme une garantie. Justement, puisque un chèque est tiré comme un paiement, on n'a pas gain droit de l'instruction à la banque pour arrêter sa paiement là. Si vous faites ça, il y a une autre offense qui nous code pénal prévoit. Un deuxième scénario très commun qui nous trouvait, c'est qui accusé et plaignant viennent dire dans la cour qui, qu'à cela finir remboursé par l'accusé. Ça aussi, il n'a pas une défense et très souvent la cour pour continuer à écouter sa caisse là. Comment nous venons faire ressortir plus avant? Ça offense ça les finit commettre du moment qu'un chèque est tiré, même si par la suite, accusé finit rembourse sa somme l'argent là. En résumé, nous toujours faire appel à la vigilance quand nous peut choisir un chèque comme un mode de paiement. Nous avons le devoir assurer nous qui nous compte en banque et n'a assez provisions avant qu'il nous tire un chèque. Merci et au revoir.